Bonjour à toutes et à tous. Je suis Pauline Delperdan. Je travaille sur les microbrasseries, sur la résurgence des microbrasseries en Belgique. Donc, je viens vous présenter quelques premiers résultats de cette recherche, qui est donc ma recherche doctorale, que je mène sous la direction, mais aussi en collaboration avec Marc Zun, donc, qui est aussi professeur à l'UCL, à Louvain-la-Neuve. Donc, d'abord, une petite précision, c'est que mon cadre théorique s'inscrit plutôt dans une sociologie économique des phénomènes marchands, parce que j'étudie en fait la construction d'un nouveau segment de marché, donc qui est le segment de marché de la microbrasserie. Et donc ici, je vais vous présenter quelques réflexions en termes plutôt de travail et de transformation du travail qui, j'espère, pourront rencontrer des préoccupations du crime, notamment l'émergence de nouveaux modèles de travail alternatifs peuvent être considérés comme des laboratoires de transformation du travail qui seraient peut-être plus larges. Voici. Comment est-ce que je passe de slide? Oui, c'est bon, c'est bon. Merci, c'est gentil. C'est ici, je suppose. Ouais. Donc, il faut savoir d'abord qu'en Belgique, donc, comme dans de nombreux autres pays, on observe un redéveloppement, une croissance importante du nombre de brasseries. Donc, vous voyez ça sur le graphique qui est ici à côté, où on voit que depuis 2006 jusqu'en 2022, le nombre de brasseries a plus que doublé en Belgique. Il faut savoir que cette résurgence est plus lente et plus tardive dans ce pays-ci, donc en Belgique, que dans d'autres pays, mais elle est quand même notable. Donc, cette résurgence se marque par la figure de la microbrasserie, donc qui sont des petites brasseries indépendantes qui allient plusieurs caractéristiques. Donc, d'abord, une production qui est volontairement limitée, donc on l'entend par le nom microbrasserie. Il y a une identité vraiment d'être petit, une intensité de la main-d'œuvre en comparaison avec ce qui se passe dans l'industrie. La volonté de produire et de commercialiser des biens qui sont dits de qualité, qui sont dits non standards et authentiques. J'y reviendrai sur ce terme d'authenticité, et des formes de proximité avec le consommateur et de mise en visibilité du processus de production à l'intention des consommateurs. Donc, en plus de ces différentes caractéristiques, les microbrasseurs, qui sont aussi souvent les maîtres brasseurs, donc qui s'occupent de la production, se retrouvent dans des discours partagés à propos de leur travail, de la qualité de leurs produits. Donc, ils se retrouvent dans une différenciation commune par rapport au modèle de la grande brasserie industrielle, qui est, euh, qui est critiqué pour son caractère homogénéisant, destructeur des traditions locales, pauvre en sens et dirigé uniquement vers la maximisation des profits. À l'inverse, le modèle de la microbrasserie met en avant la poursuite de valeur dans l'activité économique. Donc, il combine à la fois des formes de retour au passé et des formes de renouveau. Donc, notamment, les formes de retour au passé, c'est le fait de promouvoir un retour aux traditions locales, notamment la redécouverte de goût, la redécouverte de pratiques de production anciennes, locales, qui auraient disparu ou qui sont en voie d'extinction en raison de l'industrialisation, mais aussi la promotion de valeurs plus contemporaines, comme la recherche d'expression personnelle, de réalisation de soi par le travail, la créativité, l'innovation, la revitalisation sociale et culturelle de territoires locaux et l'excellence technique dans la production et la qualité des produits. Donc, ce qu'on peut dire de manière plus générale sur la réémergence des microbrasseries, c'est qu'elles semblent participer à un mouvement plus général de réémergence d'activités artisanales qu'on peut retrouver dans des secteurs, dans des segments assez diversifiés et qui traduit de reconfiguration économique et du travail, et notamment la mise en avant, la revalorisation d'un modèle artisanal du travail qui est érigé par certains comme Mathieu Cofford ou Richard Sennett, comme un contre-modèle politique et moral qui permettrait de redonner du sens au travail et de dépasser les limites du modèle actuel. Donc, notamment, Richard Sennett considère que ce modèle artisanal du travail ne se limite pas uniquement aux activités manuelles qualifiées, mais qu'il désigne plutôt un désir humaniste fondamental de bien faire son travail en soi et qu'il implique aussi de manière indissociable pour la réalisation de ce travail de qualité à la fois la tête et la main. Donc, c'est les deux particularités du modèle artisanal, du modèle du travail artisanal. Donc, d'autres chercheurs comme Cruzen, par exemple, et ses collègues, vont décrire le modèle artisanal du travail comme
comme caractérisé par un attachement moral à l'activité, un dévouement pour l'activité du travail et l'engagement, la préférence pour l'engagement humain plutôt que le contrôle des machines. Donc, cette revalorisation d'un modèle de travail artisanal peut aussi être liée à ce que Boltanski et Capello ont nommé la critique artiste, donc des aspirations des travailleurs à davantage d'autonomie dans le travail, de créativité, d'expression de soi. Il permettrait donc, selon moi, de pouvoir repenser à nouveau près des interrogations plus anciennes concernant la qualité du travail, notamment des processus de déqualification, de dégradation du travail qui ont été décrites par Braverman dans les années 70, mais aussi les rapports entre technologie et implication humaine qu'on a pu aborder dans d'autres parties de ce colloque, dans d'autres discussions et ateliers de ce colloque. Voilà, donc ce que je propose pour la suite de cette présentation, c'est de partir d'un constat que j'ai eu assez rapidement quand je me suis intéressée à ce cas. C'est que le fait que bien que le segment de la microbrasserie repose sur une opposition commune au modèle de la grande brasserie industrielle, en réalité, les motifs de cette opposition vont se concrétiser dans des logiques entrepreneuriales et de production qui s'appuient sur des registres de justification variés et qui impliquent des rapports à la production au travail qui sont hétérogènes. Donc, on peut déjà voir rapidement cette diversité dans ces images ici, donc, qui sont des brasseries situées à Bruxelles et à proximité. Je reviendrai sur ces images. On peut aussi remarquer qu'en fait, les microbrasseurs présentent des profils qui sont variés. Donc, on a par exemple des personnes qui travaillaient dans l'industrie brassicole, donc dans des grandes brasseries, qui vont créer leur propre brasserie, qui s'appuient sur leurs qualifications et leur expérience professionnelle. On a ici des personnes qui sont plutôt issues de la restauration et des cafés et qui vont avoir comme objectif dans la création d'une brasserie de plutôt créer des nouvelles expériences de consommation qui vont s'inspirer plutôt de pratiques d'innovation dans les goûts. Et ensuite, on a aussi également des amateurs éclairés qui vont faire le pas d'une production commercialisée. Donc, mon objectif pour cette présentation, c'est de montrer comment un même modèle artisanal du travail peut se décliner dans le cadre justement de la microbrasserie en des logiques entrepreneuriales et de production qui sont variées et qui se développent à partir de points d'appui et de rupture distincts. Donc, petite précision, mon enquête s'appuie sur la conduite d'entretiens approfondis avec une trentaine de brasseurs et des acteurs clés du renouveau de ce segment de la microbrasserie en Belgique, ainsi que sur le déploiement d'archives et de documents historiques sur le secteur brassicole belge. Donc, pour commencer, je vais essayer de ne pas trop m'attarder sur ça, mais ça me semblait essentiel de revenir un peu sur une contextualisation historique du secteur de la brasserie en Belgique depuis la fin du 19e siècle. Donc, ce secteur a connu un processus assez classique d'industrialisation via la standardisation de la production et du travail, la rationalisation et ensuite la concentration des entreprises et finalement une étape de globalisation avancée de ces entreprises. Donc ici, c'est un graphique qui montre le nombre de brasseries depuis la fin du 19e jusqu'en 2022. Donc, vous voyez qu'il y a eu vraiment une concentration importante. On est passé de quasiment 3000 brasseries, même 3500 brasseries en 1910, à une centaine dans les années 70, pardon, et à une résurgence maintenant, même qui est quand même limitée par rapport à d'où on partait au 19e. Mais il faut savoir que cette concentration de ce marché est plus lente et plus tardive que dans d'autres pays et aussi que dans d'autres secteurs. C'est notamment lié au caractère familial de ces entreprises et très ancré localement de ces brasseries lors du 19e siècle. Okay. Donc ici, rapide retour historique sur le travail en brasserie, dans les brasseries et la manière dont elles s'organisaient du 19e jusque maintenant. Donc d'abord, on a une période qu'on pourrait dire de pré-industrielle, donc d'une brasserie, des brasseries qui étaient vraiment plutôt des brasseries familiales et locales, donc vraiment une prédominance de ce modèle, où le travail était plutôt manuel et la connaissance plutôt empirique. On connaît en fait en Belgique, à la fin du 19e siècle, vraiment un développement, comme on l'a vu sur le graphique juste avant, un développement important de ce secteur qui est notamment lié au fait qu'on a mis en avant le caractère hygiénique des bières et aussi lié à l'élévation du niveau de vie, donc qui permet aux populations d'accéder à ce bien qui est la bière.
Voilà, mais en même temps, pendant cette période, déjà, on a les prémices d'une industrialisation qui est liée en Belgique au fait qu'on a importé une technique qui est celle de la fermentation basse. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une technique qui permet plus de standardisation et qui va amener à l'émergence de nouveaux entrants et aussi à la réorganisation de certaines petites brasseries qui vont grandir, qui vont se rationaliser, qui vont acheter des nouveaux équipements plus modernes et plus automatisés. Et donc, cette rupture de la fermentation basse vraiment perturber le monde de la brasserie belge. Elle va conduire à des oppositions entre petits brasseurs et des brasseurs qui commencent à grandir ou qui sont directement grands, qui entrent plus grands que les autres brasseries. Elle a aussi transformé les goûts et les attentes des clients parce que les bières qu'elle permet de produire sont plus stables, sont plus cristallines, ont un goût plus homogène entre elles et aussi sur la durée. Et donc, elle va aussi susciter le développement d'enseignements universitaires et de recherche en sciences brassicoles. Finalement, après ceci, et aussi en lien avec les deux guerres mondiales qui va accélérer ce mouvement, on va avoir une tendance vraiment importante à l'industrialisation, à la concentration. C'est vraiment le modèle de la grande brasserie qui va dominer. Comme on a vu juste avant, il va y avoir un déclin très important du nombre de brasseries. Elles vont quasiment toutes fermer. Il y en avoir certaines qui vont subsister au XXe siècle, mais c'est vraiment très minoritaire. Et après ça, on va avoir un mouvement de globalisation, de concentration exponentielle qui va encore s'affirmer dans les années 90-2000. Et donc, parallèlement à ça, à ce mouvement de concentration, on a quand même aussi des germes d'un retour à ce qui est identifié comme le modèle artisanal de la bière. Donc, dès la fin des années 80, on va avoir des actions collectives qui vont réaffirmer un mouvement de nostalgie et de volonté de conserver des traditions qui sont considérées comme sur le point de disparaître, donc des styles de bière. Donc, on va avoir toute une série de pionniers, on a appelé ça comme ça. Donc, c'est des personnes qui, dès les années 80, vont s'organiser pour défendre la conservation de styles de bière, de pratiques de production, de bâtiments aussi, de brasseries qui sont considérés comme faisant partie du patrimoine. Et ensuite, donc après ces pionniers qui vont évidemment rencontrer donc il y en a certains qui vont vouloir lancer des brasseries, ils vont rencontrer un contexte peu propice qui va petit à petit être modifié en lien avec l'action de ces pionniers qui vont faire bouger des choses, notamment d'un point de vue législatif, mais aussi en lien avec des transformations des goûts et des transformations économiques plus générales. Et donc là, on va avoir en fait depuis 2015 une nouvelle vague d'entrepreneuriat brassicole en Belgique qui va donc rencontrer un contexte plus propice en termes de financement, de régulation, de soutien à l'activité par les pouvoirs publics, d'accès aussi aux équipements, des équipements plus petits et aussi des canaux de distribution adaptés, ainsi qu'à des formations. Mais donc, comme je l'ai dit en introduction, on a en fait au sein de ce segment une grande hétérogénéité en termes de logique entrepreneuriale et logique de production. Il y a des multiples voies d'accès au lancement d'une brasserie. On rencontre aussi une diversité des registres de justification. Donc, je vais en venir maintenant au cœur de ma présentation, qui est donc de décrire la déclinaison d'un modèle de travail artisanal. Donc, sur base dans mon enquête de thèse, j'ai identifié 3 logiques idéales typiques. Donc, évidemment, c'est des logiques idéales typiques, c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver exactement les mêmes traits dans toutes les brasseries, mais qui permettent de voir comment est structuré et comment se décline un peu ce modèle de manière différente dans les brasseries. Donc, on a d'abord, premièrement, une première logique qui est celle qui est la plus en continuité avec le modèle de la grande et moyenne brasserie et qui est portée par des brasseurs qui revendiquent une compétence scientifique, souvent qui est issue d'études universitaires et qui disposent d'infrastructures souvent automatiques ou semi-automatiques et modernes. Donc, ces brasseurs reconnaissent l'expertise existante dans l'industrie, mais ils vont plutôt critiquer le fait que l'industrie mobilise ses savoirs uniquement à des fins de rationalisation et de commercialisation mondialisée. À l'inverse, eux, ce qu'ils vont promouvoir, c'est la recherche d'une authenticité productive, c'est-à-dire qui est basée sur la qualité et la diversité des matières premières, la redécouverte de traditions locales passées et la maîtrise de processus complexes de production qui s'opposent à un apprentissage long et à une expertise scientifique.
Donc, cette logique, en fait, s'accommode assez bien d'une croissance, donc ce qui peut paraître aussi paradoxal dans le terme microbrasserie, qui aussi amène à des débats, mais donc il s'accommode assez bien d'une croissance de l'activité, même si cette croissance est dite raisonnée et progressive, pardon, et qu'elle se base sur une gamme limitée de produits qui sont très travaillés et très stabilisés. Donc, à l'inverse, on a une logique que de nombreuses microbrasseries en Belgique vont investir, et notamment dans les milieux urbains. C'est le fait de s'identifier à un lieu qui va concentrer à la fois les fonctions de production et les fonctions de consommation. Donc, comme on peut le voir sur l'image, qui est donc un bar-brasserie, c'est plutôt le modèle des brewpubs ou des taprooms américaines qui va servir de référence. Donc, le lieu de consommation est censé rassembler des consommateurs qui vont s'identifier pleinement à la microbrasserie, qui devient ainsi un lieu de socialisation communautaire fondé sur l'expérimentation et le partage d'une culture de goût commune. Donc, contrairement à la première logique, c'est vraiment la variété des goûts, l'innovation, la créativité par rapport à ces goûts qui va être prônée. Donc, ça s'incarne notamment dans la gamme qui va être bien différente de la première logique. On a une gamme de produits, de bières qui vont être permanentes, très limitées, et puis un nombre très important de bières temporaires, généralement en petite production, qui sont développées tous les mois, même toutes les semaines. Donc, cette logique va s'appuyer sur une autre conception de l'authenticité, où la bière devient plutôt un prétexte à des expériences sociales et gustatives. Et elle implique davantage que les deux autres un travail culturel, un certain travail culturel qui va demander des capacités de création et de transformation des goûts. Finalement, une troisième logique qui est beaucoup plus minoritaire que les deux autres présentées, mais qui est quand même repérable, qui va plutôt se fonder sur ce qu'on a appelé une authenticité oppositionnelle. C'est-à-dire qu'elle va faire de la microbrasserie vraiment un vecteur d'une critique du capitalisme, industriel. Donc, ces brasseries vont revendiquer la nécessité d'une réappropriation de la pratique brassicole en la distanciant radicalement de son évolution industrielle. Donc, les principes pour défendre cette troisième logique, c'est la transparence des produits et des procédés, l'accessibilité de la pratique brassicole, la contestation d'une différence entre brasseurs amateurs et brasseurs professionnels, et une volonté de réappropriation de la production locale alimentaire en lien avec une philosophie du do-it-yourself. Donc, finalement, pour conclure ma présentation, j'aimerais conclure sur deux pistes de réflexion qui mériteraient sans doute encore d'être approfondies. Donc, premièrement, c'est la question de l'interrelation entre la construction des marchés et notamment la qualification des biens et des produits, des services, et d'autre part, la qualité et l'intérêt du travail, donc qui intéresse ici le CRIMT. Donc, on voit assez bien dans l'évolution de la microbrasserie une évolution en termes de qualification, de valorisation des produits, mais également de manière concomitante, une transformation de ce qui est attendu des travailleurs, de ce qui est valorisé dans leur travail et de leurs compétences. Et un deuxième point qui me semblait aussi important, c'est de noter le caractère très exclusif et élitaire de ces activités, et donc aussi qui pose la question de son caractère de contre-modèle ou de ce caractère émancipateur. Donc notamment Richard Oseljo qui a donc étudié ces nouvelles activités, notamment les bouchers, les distilleurs à New York, a montré le caractère très exclusif et élitaire de ces activités. En fait, c'est des personnes qui ont d'autres options sur le marché du travail et qui vont plutôt s'approprier des anciennes activités manuelles, mais les transformer en des nouvelles types d'activités qui sont plus culturelles, qui demandent des compétences créatives, des savoir-faire, des savoir-être aussi qui sont incorporés, ainsi que des dispositions économiques et sociales. Donc, on le voit aussi assez bien dans le cas de la microbrasserie, où on a beaucoup de personnes qui se lancent dans ces activités, qui sont des personnes de genre masculin, qui sont d'origine européenne, de classe moyenne supérieure. Et également ce qui renforce le caractère exclusif et élitaire de ces activités, c'est aussi la consommation qui est dirigée spécifiquement envers les personnes riches, selon les termes de Boltansier et Kerr, donc une économie qui est destinée à ces personnes-là et peu accessible pour les autres populations.